fallu attendre un certain temps pour pouvoir regarder les photos stéréo tous à la fois. Il a fallu développer des systèmes plus sophistiqués. Un que vous connaissez bien, ce sont les lunettes rouges et bleues qui permettent d'observer des anaglyphes. Et là, tout le monde peut en profiter en même temps. Donc ça, c'est la photo stéréoscopique. Et puis à peu près à la même époque, eh bien, milieu du Second Empire, la naissance de la photographie aérienne. Je vous le disais tout à l'heure de façon un petit peu fortuite, parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de raison que ça naisse à ce moment-là plutôt que 10 ans plus tard. Et donc là, vous voyez Nadar, qui est donc connu surtout comme photographe, mais qui était également passionné de vol en ballon. Et il y a eu à l'époque, donc dans les années 1850, quelques tentatives de photos depuis des ballons captifs, au bout d'un câble. Et puis en 58, la photo aérienne que vous voyez ici, au-dessus de Paris, depuis un ballon aérostatique, c'est-à-dire un ballon qui vole librement. Donc c'est le début de la photographie aérienne. Il reste des photos d'archives de très bonne qualité. Et Nadar, il n'a pas échappé à Nadar que cette invention pouvait avoir un intérêt stratégique. Il a d'ailleurs déposé des brevets pour protéger cette invention, dans laquelle il cite un certain nombre d'applications, tant militaires que pour des choses comme le cadastre. Et donc c'est quelque chose qui pourrait paraître comme un petit peu ludique, mais qui en fait est très vite considéré comme quelque chose qui vient de l'avenir. Alors, évidemment, on est loin de la photographie avion, parce que là, je m'intéresse à des plateformes volantes. La première plateforme volante avec laquelle on a acquis des photographies, c'est le ballon. On est à peu près 50 ans avant qu'on puisse le faire avec des avions. Mais avant que ce soit l'avion, il y a eu une autre plateforme volante qui a été utilisée. C'est le pigeon. Vous voyez là une escadrille prête à partir pour sa mission de photographie aérienne. Donc c'est une invention allemande, où là vous voyez Julius Neubronner, excusez la prononciation, qui est en train d'installer un appareil photo sous un pigeon. Et voilà un exemple de photo qui a été acquise. Alors évidemment, la stabilité géométrique n'est pas forcément optimale, mais en période de conflit, ça peut présenter des avantages que l'on comprend très bien. Donc là, on est en 1907. La première, je ne sais plus s'il y a eu un brevet, mais en tout cas, les premières photos prises depuis des pigeons, c'est 1907. Et donc là, on arrive à une année très importante dans l'histoire de l'observation de la Terre. C'est la création de la Société internationale de photogrammétrie. Alors là, nous sommes dans une société savante, donc je pense que tout le monde comprendra le sens que ça a de citer la date de naissance d'une société. C'est la reconnaissance d'une discipline, c'est la création du cadre dans lequel des professionnels vont se rencontrer pour échanger à la fois des idées importantes, des passions, etc. Et donc le premier président fondateur de la Société internationale de photogrammétrie, ISP, devenu ISPRS parce que la télédétection, sous-entendu satellite, s'y est rajouté plus tard. Donc c'est le professeur Dolezal de l'Université de Vienne qui accueille dans son université le premier congrès en 1910. Alors, à la suite de ces années que je viens de citer, on assiste d'une part au développement de l'aviation, c'est-à-dire que l'histoire de l'observation de la Terre va évoluer à mesure qu'évolue l'aviation, et dès les tout débuts de l'aviation, on a commencé à s'en servir pour prendre des photos, c'était quand même mieux que des pigeons. En particulier, après la Deuxième Guerre mondiale, les bombardiers qui avaient survécu aux hostilités ont été récupérés parce qu'ils présentaient l'avantage d'une grande stabilité, et ça c'est très bon pour la photographie aérienne. Là vous avez Mr. Blind d'IGN. C'est une technologie qui a continué à évoluer. Il y a un certain nombre d'avions qui ont été consacrés par les principales agences de cartographie du monde aux campagnes de photographie aérienne. Et en parallèle, on a vu se développer ce qu'on appelle les stéréorestituteurs, c'est-à-dire les machines, comme vous en avez une ici, vous voyez les deux manivelles qui permettent à l'opérateur de se déplacer. Ce sont les machines qui permettent à un opérateur ou à une opératrice, qu'on appelle un restituteur ou une restitutrice, de s'asseoir devant un couple de photographies qui sont posées là et là, et de tracer les courbes de niveau et plus généralement l'ensemble des détails visibles sur les photos, en mesurant leurs coordonnées en 3 dimensions. Alors, je montre ici le portrait d'un des plus grands inventeurs de stéréorestituteurs en France. Il y a évidemment une très grosse industrie d'outre-Rhin, c'est-à-dire Allemagne, Suisse, Autriche, mais la France n'est pas en reste. Et Georges Povillier, qui était lui aussi professeur au CNAM, titulaire des chaires de photogrammétrie à la fin de la Deuxième Guerre, a été le grand nom de la photogrammétrie française.
d'ailleurs, si vous voyez un petit peu ce qui dépasse ici, c'est aussi son habit d'académicien. Je trouve que la photogrammétrie n'a pas toujours été ignorée comme elle l'est un petit peu aujourd'hui. Et donc ces stéréorestituteurs, donc il y a plusieurs générations, il y a 3 grandes générations. Parce que je parle d'histoire, vous avez les restituteurs analogiques qui modélisent cette relation que je citais au début entre le terrain et l'image sous forme analogique, c'est-à-dire sous forme de tiges d'acier, de poulies. Là, il y a une espèce de chaîne de vélo qui est ici. Donc les choses sont mécaniques, ce sont les restituteurs analogiques. Et puis lorsqu'apparaît la micro-informatique, la géométrie de prise de vue va pouvoir être prise en charge par un ordinateur sous la forme d'équations. Mais on continue à s'asseoir sur cette grosse machine très stable où les photos sont posées. Et puis aujourd'hui, on a le tout numérique. C'est-à-dire qu'une station de photogrammétrie, c'est constitué de 2 PC, relativement peu coûteux, hein, c'est à peine plus coûteux qu'un PC pour faire du secrétariat. Un pour observer en stéréo, donc vous avez ça ce sont les lunettes qui sont utilisées pour le cinéma 3D, c'est le même principe, sauf qu'au-delà de la perception du relief, on va mesurer le relief, et c'est le principe de la photogrammétrie. Alors si je devais résumer ce qui me semble être les principales évolutions depuis 1945, je dirais qu'il y a 2 grandes tendances. Une qui est simplement la poursuite lente des évolutions précédentes liées à l'histoire de la photographie. Donc des évolutions passent du noir et blanc à la couleur. On a une précision géométrique qui devient de plus en plus fine, ce qui est nécessaire pour faire des mesures. La photogrammétrie se développe et se répand. La photo-interprétation devient de plus en plus systématique. Donc tout ça sont des choses, des évolutions régulières. Il y a des progrès, mais on est incapable de citer une date à laquelle il se passe des choses extraordinaires. Et puis en parallèle, ça boue un peu dans la marmite, il commence à se préparer la révolution suivante. Je parlais de la précédente qui était aux alentours du XVIe siècle. Eh bien, c'est plutôt à partir des années 60, on va voir l'apparition de l'ordinateur, du satellite, des nouveaux capteurs comme la photo numérique, le radar, le laser, et puis plus récemment Internet. Et tout ça, ça va évidemment bouleverser, comme je vais le rappeler rapidement. Alors, si je peux faire encore une comparaison entre la Renaissance et la fin du XXe siècle, donc les 2 grandes révolutions intellectuelles et technologiques, je comparais l'algèbre de la Renaissance et l'informatique de la fin du XXe siècle. Je comparerai les nouveaux territoires que l'on découvre, les nouveaux continents à la Renaissance et la Lune et les planètes à la fin du XXe siècle. Donc il y a vraiment un parallèle à faire entre ces 2 époques, et la spécialité dont je vous parle ce soir s'inscrit un petit peu dans cette cadence historique. Alors, là, la date est coupée là-haut, c'est 1957, c'est le premier satellite artificiel. Alors, ça n'a rien à voir avec l'observation de la Terre, mais dans l'histoire du spatial, il faut quand même citer cette date. Les soviétiques mettent en orbite le premier satellite. Les fusées qui sont utilisées pour mettre en orbite les satellites, c'est la continuité directe des missiles, qui eux ont déjà une certaine antériorité. Et puis, pour parler de l'observation de la Terre proprement dite, eh bien, on arrive dans les années 60. Et à partir des années 60, la possibilité de prendre des photos depuis l'espace va commencer à se développer, et on assiste à cette époque-là à deux façons de concevoir cette activité. L'une, c'est de prendre des photos depuis les fusées, à une époque où essentiellement les Américains et les Soviétiques commencent à voyager dans l'espace. Donc on prend des photos de la Terre depuis les fusées. Donc ça, c'est une photo, vous reconnaissez ici le Mexique, les États-Unis, pris depuis une photo Apollo dans les années 60. Et puis, en parallèle, on commence à concevoir de véritables programmes d'observation de la Terre avec des séries de satellites lancés les uns après les autres. Donc là, le premier satellite TIROS, ça c'est en 1960, ça c'est la fusée Delta à partir de laquelle il a été lancé. Et évidemment, ce sont des capteurs embarqués sur ces satellites qui fournissent des images qui sont extrêmement peu résolues par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Donc on a des résolutions qui sont au mieux de quelques kilomètres. Mais lorsque l'objet d'étude est un continent ou un océan, eh bien c'est une certaine cohérence, on travaille à une certaine échelle qui n'a rien à voir avec ce que l'on fait déjà à cette époque-là avec la photographie aérienne. Donc vous avez vraiment 2 mondes. La photographie aérienne qui vous donne des détails de l'ordre du mètre sur des scènes de quelques kilomètres, et puis de l'autre côté vous avez le satellite qui à cette époque vous donne des détails de quelques kilomètres sur des étendues de plusieurs milliers de kilomètres. Et lorsque cette photo est acquise en 1960, c'est l'année de création de la Société française de photogrammétrie, SFP, qui deviendra SFPT.
et qui, à l'époque, ne s'intéresse absolument pas à ce qui se passe à ces échelles-là, mais qui s'intéresse à la photogrammétrie et la photointerprétation dans les domaines civils et militaires. L'aventure continue. Alors là, les Russes se spécialisent dans le vol habité. Les programmes d'observation de la Terre se développent surtout du côté américain. Là, vous avez le premier satellite Nimbus. Alors voilà un exemple d'image obtenue par ce genre de satellite. Alors, il faut préciser que c'est une télédétection quantitative, c'est-à-dire que chaque pixel, c'est une mesure d'énergie en optique ou dans le domaine thermique. Donc ça va commencer à alimenter des modèles météorologiques et très rapidement, ces systèmes-là vont devenir opérationnels pour des applications météorologiques. Alors opérationnel, ça ne veut pas dire extrêmement précis au départ, mais ils sont conçus avec l'idée d'être utilisés pour ce genre d'application. Là, un peu plus récent, mais quelque chose qui s'est étalé dans le temps, très longtemps, depuis les années 70,